10 mai 1973. Hong Kong étouffe, sous une chaleur humide. Dans les studios de la Golden Harvest, en pleine post-production d'Enter the Dragon, Bruce Lee s'effondre soudain. Son corps est secoué de convulsions. On le transporte d'urgence à l'hôpital, les médecins parlant d'un œdème cérébral. Il survit. 10 semaines plus tard, le 20 juillet, dans un appartement discret de Kowloon Tong, Bruce se plaint d'un simple mal de tête. On lui tend un comprimé. Il s'allonge pour se reposer. Le soir, personne ne parvient plus à le réveiller. Il a 32 ans. L'homme que le monde croyait indestructible vient de mourir, et avec lui naît un mystère presque aussi célèbre que ses films. Vengeance des triades, malédiction familiale, drogue, chaleur, un simple verre d'eau. Chacun y va de sa théorie. Mais à force de vouloir expliquer sa mort, on a fini par oublier l'homme qui l'a précédé. Car Bruce Lee n'était pas seulement un combattant rapide. C'était un enfant acteur, un champion de chacha, un étudiant sans diplôme, un homme qui écrivait ses objectifs sur du papier, et un producteur qui avait compris qu'une carrière ne vaut rien si un autre garde la main sur le contrôle. Voici 7 détails réels de sa vie. Et la réalité, vous allez le voir, dépasse largement la légende. Bruce Lee naît le 27 novembre 1940 à San Francisco, pendant une tournée américaine de ses parents. Quelques mois plus tard, la famille rentre à Hong Kong. Son père est acteur d'opéra cantonais et le petit Bruce entre très tôt dans le monde du cinéma. Avant ses 18 ans, il apparaît dans une vingtaine de films. Hors caméra, il est beaucoup moins maîtrisé. Sa jeunesse hongkongaise est agitée, marquée par les bagarres et les problèmes scolaires. À 13 ans, il commence l'apprentissage du Wing Chun auprès de Yip Man. Il ne cherche pas encore une philosophie universelle. Il cherche une réponse concrète à un monde où il se sent constamment provoqué. Puis arrive une contradiction étonnante. En 1958, le jeune bagarreur remporte un championnat interscolaire de boxe. La même année, il gagne aussi un championnat de chacha à Hong Kong. Dans un carnet, il aurait méthodiquement noté 108 pas de danse. Le futur symbole de virilité du grand écran avait donc appris à compter ses pas avant d'apprendre à compter ses coups. En avril 1959, Bruce quitte Hong Kong avec $100 en poche. À Seattle, il travaille chez Ruby Shaw, une amie de la famille qui possède un restaurant. Il termine l'équivalent du lycée, puis fréquente l'université de Washington de 1960 et en 1964. On lit souvent qu'il était diplômé en philosophie. Ce n'est pas exact, les archives de l'université indiquent qu'il n'a pas obtenu de diplôme et qu'il était inscrit en art dramatique, tout en suivant aussi des cours de philosophie. Une recherche consacrée à sa bibliothèque personnelle recense aujourd'hui plus de 2000 titres et documents qu'il aurait possédés ou étudiés. En janvier 1969, il rédige un objectif presque démesuré: devenir la première grande vedette asiatique, la mieux payée des États-Unis. Connaître une renommée mondiale et posséder $10 millions avant la fin de 1980. Il ajoute 2 mots essentiels: harmonie intérieure. En 1970, son corps lui rappelle qu'un plan n'est jamais garanti. Selon la biographie officielle de sa famille, il se blesse gravement au dos en soulevant une barre de 57 kilos sans échauffement. On lui annonce qu'il pourrait ne plus jamais pratiquer comme avant. Il passe des mois à se reposer, à écrire, puis à reconstruire progressivement sa condition. Un carnet, un objectif, une blessure, une réécriture. Bruce Lee n'attendait pas que la confiance tombe du ciel. Il a fabriqué une page à la fois. Si ce genre d'histoire documentée vous intéresse, abonnez-vous. Ici, on préfère les vies réelles aux légendes faciles. En 1964, à Auckland, Bruce Lee affronte Wong Jackman, un jeune pratiquant arrivé récemment de Hong Kong.
Ce combat est devenu l'un des épisodes les plus célèbres de sa vie et l'un des moins sûrs. La version longtemps racontée par l'entourage de Bruce affirme qu'il a gagné en quelques minutes. Wang Jackman et ses proches ont contesté plusieurs éléments. La raison du défi, la durée, la façon dont le combat s'est terminé. Il n'existe ni film, ni compte rendu neutre capable de trancher. Les deux camps ont construit leur récit après coup, une fois Bruce devenu une icône. Le journaliste de ESPN, qui reprend le travail du biographe Matthew Polly, résume honnêtement la situation. Le déroulement exact reste disputé. Une conséquence, en revanche, paraît solide. Bruce ressort de cette confrontation insatisfait, essoufflé. Sans avoir terminé l'affrontement aussi vite qu'il le voulait. Il intensifie alors sa préparation, étudie d'autres systèmes, s'éloigne des formes rigides. C'est de cette période que naîtra le Jeet Kune Do, la voie du point qui intercepte. La légende voulait un vainqueur parfait. L'homme, lui, préférait une défaite utile. Après une démonstration remarquée au tournoi de Long Beach, en 1964, Bruce attire l'attention de producteurs américains. Il obtient le rôle de Kato dans The Green Hornet de 1966 à 1967, populaire, mais toujours partenaire masqué du héros blanc. Il donne aussi des cours privés à des personnalités comme Steve McQueen, James Coburn ou Kareem Abdul-Jabbar, des portes qui s'entr'ouvrent, sans jamais s'ouvrir complètement. Une rumeur très répétée affirme que Bruce aurait créé la série Kung Fu, avant que Hollywood ne lui vole l'idée pour la donner à David Carradine. Les documents de production racontant autre cause. Le personnage de Kwei Chang-ken et le premier traitement viennent d'Spielman et Howard Friedlander. Bruce a bien développé, de son côté, un western avec un héros chinois nommé Assam. Et il a bien été envisagé pour jouer Ken. Mais des responsables de la production expliquaient s'inquiéter de son accent et doutaient de sa capacité à porter une série américaine. Le rôle échoua finalement à un acteur blanc. En décembre 1971, dans son entretien télévisé avec Pierre Berton, Bruce parle lui-même du risque commercial que Hollywood associait à un héros chinois. Les studios pouvaient admirer un artiste, tout en refusant de parier sur son visage. Hollywood admirait son talent. Il a fallu Hong Kong pour accepter de le regarder entier. En 1971, Bruce signe avec Golden Harvest pour 2 films, payés environ $7 500 par film selon la presse de l'époque. Une somme qui devient dérisoire face au succès qui arrive. The Big Boss remplit les salles. Le South China Morning Post indique qu'il rapporte environ $3,2 millions de Hong Kong en 19 jours, dépassant le record local détenu jusque-là par la Mélodie du Bonheur. Fist of Fury fait encore mieux. C'est là que son objectif de 1969 prend tout son sens. Bruce ne voulait pas seulement un salaire plus élevé, il voulait décider. Il s'associe à Raymond Shaw au sein de Concorde Productions. Pour The Way of the Dragon, il écrit, réalise, produit, chorégraphie et joue le rôle principal. Le combat final contre Chuck Norris, Doc Norris, dans le Colisée, est le résultat visible d'un artiste qui a enfin obtenu la maîtrise de son produit. Hollywood revient alors vers lui pour Enter the Dragon, première grande coproduction entre un studio américain et Hong Kong. Budget d'environ $850 000, selon l'American Film Institute, devenue l'une des productions les plus rentables de son époque. Bruce n'a pas vécu assez longtemps pour en profiter. Les chiffres modernes qui prétendent connaître exactement sa fortune au moment de sa mort restent trompeurs. Le vrai salaire de Bruce Lee n'était pas un chiffre sur un chèque. C'était son nom au générique,
à la case réalisateur. Internet adore mesurer Bruce Lee. Vitesse invraisemblable, record sans document, capacité presque surhumaine. Le problème, c'est que la répétition ne transforme pas une anecdote en preuve. Ce qui est documenté suffit déjà. Un championnat scolaire de boxe en 1958, des années de Wing Chun, complété par la boxe, et l'escrime, le célèbre coup de poing à quelques centimètres. Lors de démonstrations publiques, des chorégraphies de combat dont le rythme a changé le genre. Même l'histoire, selon laquelle ces mouvements étaient trop rapides pour les caméras, doit être racontée prudemment. La bibliothèque du Congrès la présente comme une tradition de tournage transmise, pas comme un record scientifique certifié. Son coup de poing à courte distance, lui, tenait surtout à la mécanique du corps entier, appui au sol, rotation, transfert du poids. Pas à la magie. Retirez les chiffres inventés et Bruce Lee ne devient pas plus petit. Il devient enfin réel. Pour comprendre le 20 juillet 1973, il faut revenir au 10 mai. Ce jour-là, en pleine post-production d'Enter the Dragon, Bruce s'effondre, convulse, et conduit à l'hôpital. Les médecins diagnostiquent un œdème cérébral et parviennent à le sauver. Des examens neurologiques ultérieurs ne révèlent pas d'anomalie durable connue. 10 semaines plus tard, Bruce retrouve le producteur Raymond Shaw dans l'appartement de l'actrice Betty Ting-Pei pour discuter de Game of Death. Il se plaint d'un mal de tête. Betty lui donne un comprimé d'équagesique, un médicament associant aspirine et méprobamate. Bruce va s'allonger. Le soir, on ne parvient plus à le réveiller. Il est déclaré mort à l'hôpital à 32 ans. Le socle solide. L'autopsie constate un œdème cérébral sévère. L'enquête officielle conclut à une mort par mésaventure et retient une hypersensibilité à un composant de l'équagesique. Des traces de cannabis sont signalées, sans que l'enquête démontre un lien causal direct avec l'œdème. Puis viennent les hypothèses. Le biographe Matthew Polly propose le coup de chaleur, en s'appuyant notamment sur l'épisode du 10 mai et un récit, rapporté par témoignage, selon lequel Bruce aurait fait retirer des glandes sudoripares sous les aisselles. Un article médical ultérieur souligne toutefois que ces glandes ne représentent qu'une part trop limitée de la transpiration totale, pour expliquer, à elle seule, un coup de chaleur fatal. En 2022, des chercheurs en néphrologie avancent l'hyponatrémie. Plusieurs facteurs auraient pu empêcher ces reins d'évacuer assez vite l'eau, diluant le sodium et provoquant l'œdème. Mais l'étude est rétrospective et ne dispose d'aucune mesure du sodium prise le soir de sa mort. Quant aux triades, à un empoisonnement secret ou à une malédiction, aucune preuve médico-légale solide ne les confirme. Nous savons ce qui a tué son cerveau, un gonflement massif. Nous savons beaucoup moins sûrement ce qui l'a déclenché. Bruce Lee avait passé sa vie à transformer chaque faiblesse en système. Une enfance agitée était devenue une discipline. Une porte fermée à Hollywood était devenue un triomphe à Hong Kong. Un salaire limité était devenu une société de production. Une blessure au dos était devenue des mois d'écriture et de reconstruction. Mais sa dernière histoire résiste à la formule parfaite. Elle nous rappelle qu'un corps entraîné n'est pas un corps invulnérable et qu'une hypothèse séduisante n'est jamais une preuve. Alors, quel détail change le plus votre regard sur Bruce Lee, l'enfant acteur, le champion de chacha, l'homme d'affaires, ou les incertitudes autour de sa mort? Dites-le moi dans les commentaires.